Donc, à moi, le rôle délicat de définir ce qu'est l'innovation, ce qui est super compliqué, parce qu'il y a autant de définitions que vous trouverez de bonhomme qui est prêt à vous en parler. Euh, Puis en plus, j'aurais tendance à dire que l'innovation, c'est un petit peu comme la prose de Monsieur Jourdain. On a tous tendance à en faire plus ou moins un petit peu sans forcément le savoir. Alors, si on essaye quand même de classifier, je vais faire super vite, quelques différentes catégories d'innovation. De manière académique, ça peut se définir en innovation incrémentale. Vous avez un produit, vous l'améliorez. La Clio 1, la Clio 2, la Clio 3, on reprend à chaque fois les mêmes et on améliore, on peaufine, on fait de l'itératif, ce qu'on aime bien dans le domaine du numérique. L'innovation adjacente, on a un métier, puis à un moment donné, il y a un truc qui fait que on se retrouve pertinent à faire un autre métier. Je fabrique des pneus, et puis d'un coup, je me dis, bah tiens, si je faisais des cartes routières, métier complètement différent, mais où la cohérence se fait. Euh, L'innovation de rupture, qui est le truc qu'aiment bien les startups, c'est le fait de prendre un terrain et de l'imaginer complètement autrement. Le truc classique de l'ubérisation, c'est typiquement ce genre de choses. Et puis l'innovation radicale, on part d'un terrain vierge, où il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de client, on mise tout sur un truc qui est complètement nouveau. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, si ce n'est que ça montre qu'il y a plein de façons différentes de faire de l'innovation. Euh, dans des groupes comme le vôtre, rien sans parler de l'aspect, euh, on bosse sur un produit, ce qui n'est pas forcément évident quand on a un métier qui est à la frontière entre le produit et le service. Il y a plein de pistes potentielles du Notech XID en vrac. On peut faire de l'innovation en termes d'expérience utilisateur. On se met à la place de ses usagers, de ses clients, et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que leur expérience, leur façon d'aborder vos services se fasse de manière différente. Et on peut le faire par le biais de l'innovation. On peut innover au niveau des process. Imaginez, on fait un truc depuis des années, on ne sait même plus trop pourquoi on le fait de cette manière-là. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné, soit de manière incrémentale, soit en rupture, soit avec les différents specs que je vous ai donnés tout à l'heure, comment on peut voir les choses différemment. On peut avoir de l'innovation de croissance. Le but, c'est d'augmenter le CA et qu'est-ce qu'on va faire pour cela. Et on peut avoir de la recherche et développement, de l'innovation d'expérimentation. Oui, j'ai pas parlé de produits et pourtant on voit déjà qu'il y a plein de choses qui peuvent être dans ce qu'on fait au quotidien où on peut réfléchir un moment, faire un petit pas de côté et voir les choses un petit peu différemment. Finalement, l'innovation, c'est déjà beaucoup si on la voit comme ça. Alors j'ai noté plein d'idées en vrac, je ne vais pas toutes les aborder parce que je ne veux pas faire trop long, l'essentiel c'est qu'on soit dans l'échange. Euh, Juste histoire de casser un petit peu la glace, il y a souvent un truc, une sorte de complexe par rapport, quand on est un gros groupe, à se dire, ben, nous on est tellement dinosaures ou mammouth, ou mettez l'adjectif pas très valorisant que vous voulez, on ne peut pas aller sur des choses comme le font les startups. Faut vraiment avoir conscience que certes, d'être très grand, très structuré n'a pas que des avantages, mais ça a aussi des avantages. Si je prends l'exemple d'une startup qui se met à bosser dans le domaine de l'énergie aujourd'hui, le plus souvent, il va falloir qu'elle parte de zéro. Elle va être certes très agile, avec plein d'envies, d'idées, puis peut-être une idée extraordinaire, mais il va lui manquer un truc fondamental qui est le métier. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et que peut amener les grands groupes. C'est pour ça qu'on parle souvent de collaboration entre grands groupes et startups, parce que si on regarde les choses de manière un peu distanciée et dépassionnée, on s'aperçoit que chacun a pas mal à apporter à l'autre et que chacun a de vraies qualités par rapport à ça. Donc là, c'est plus pour casser l'idée que on est un grand groupe, on ne peut pas aller sur ces terrains-là. On peut y aller, et puis il y a plein d'exemples de groupes qui vont vers des choses assez intéressantes en ce domaine. Je ne vais pas faire un inventaire à l'après-vert de tout ce qui peut se faire en termes de pistes d'innovation quand on part d'un grand groupe. Il y a un exemple dont Damien parlera peut-être récent où une toute petite boîte qui fait des objets connectés qui s'appelle Exotic System a eu deux gros actionnaires plutôt connus dans son board que sont Michelin et Limagrain. Et ça s'est pas fait pour rien, ça s'est pas fait. Ça a été un process qui a été pas forcément simple à mettre en place, mais où on s'est trouvé à un moment donné à une croisée des chemins où chacun va apporter à l'autre, soit par des données métiers, soit par la puissance de frappe en termes de réseau, etc., etc.
Et là, c'est le genre typique d'exemple où on a quelque chose d'assez fertile. Après, ça peut prendre différentes formes, des spin-offs, des incubateurs internes. On causera peut-être la notion d'open innovation, je le garde peut-être pour plus tard, parce que c'est un process qui est assez intéressant à mettre en place lorsqu'on veut un peu décloisonner les choses. Et puis, dans les autres leçons, il faut accepter que des fois, ça ne va pas se passer forcément exactement comme on l'imagine. Dans un monde bisounours, on va se dire, voilà, les startups et les grands groupes vont bosser main dans la main, etc., et tout va bien se passer. Ça ne se passe pas forcément comme ça, et des fois, c'est tant mieux. Je vais prendre l'exemple de l'opérateur Free, qui n'est pas du tout dans la démarche. Quand Xavier Niel a créé Free, au départ, il aurait pu se dire, je vais faire un deal avec Orange, ou avec France Télécom, peut-être c'était encore à l'époque. Ils ont décidé d'être complètement dans la rupture et d'être à côté de ça, et au contraire de faire les brigands qui ne veulent surtout pas travailler et discuter avec les autres. Et finalement, ça a été pour le mieux. Ça a été pour le mieux pour les consommateurs, parce qu'ils ont le plus de choix, et ça a été pour le mieux pour Orange même, puisqu'en fait, ça les a challengés quelque part, et ils se sont retrouvés à faire de l'innovation interne de manière très puissante, et aujourd'hui, on aurait du mal à dire quel est le plus innovant des deux. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas forcément un truc évident au départ qu'il ne peut pas y avoir une stimulation qui peut être très intéressante par la suite. En fait, et j'arrêterai là-dessus, l'essentiel pour moi, c'est d'arriver à casser les silos. C'est de faire en sorte qu'on décloisonne les choses et qu'on arrive à regarder sur son voisin, à discuter avec lui, à échanger, et le faire à la fois avec humilité, en se disant qu'on a beaucoup à apprendre de l'autre, et avec une certaine fierté de ce qu'on peut apporter soi-même. C'est ce qu'on essaye à faire à notre très modeste niveau ici à Épicentre, et c'est ce qu'on peut vous inviter à faire, et Damien reviendra par rapport à l'écosystème et tout ce que ça peut vous apporter. En interne, il y a plein de questions à se poser en termes d'organisation, en termes de management, en termes de façon dont on peut amener les gens à prendre cette culture, pas d'innovation. On en blaguait tout à l'heure avant de préparer la réunion, on ne va pas demander à quelqu'un innove, mais par contre, on peut arriver à décloisonner et faire en sorte que le dialogue se fasse, et c'est souvent de ce dialogue qu'il va y avoir le fameux « et si », qui va être le début d'une hypothèse, qui va être le tout début d'une possible innovation. En 2 mots, et si. Non, il n'y a pas de système d'information, non, c'est de la déformation professionnelle. Après, il peut y avoir des choses qui se font de manière plus stratégique. L'exemple de Google en est un bon, où dès le début, ils ont décidé que leurs employés avaient 1 jour par semaine à bosser sur des projets perso, et ensuite de faire une sorte de comité de sélection pour voir ce qui émergeait. Un produit de Google comme Gmail, par exemple, qui aujourd'hui est un truc énorme, est parti d'un truc bidouillé par un salarié pendant quelques heures qu'il avait à faire pour lui. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais il y a plein de petites recettes, de trucs comme ça qui peuvent être intéressants à explorer. La piste d'open data, qui est très souvent vecteur d'innovation, est souvent une question clé à se poser quand on est dans un grand groupe. Le fait de croiser des données, de les ouvrir, peut amener des choses extrêmement intéressantes. L'exemple des données d'environnement, par exemple. L'open data, c'est pas simplement un coup de com' à dire on ouvre et on est super cool. C'est de donner la possibilité à d'autres de croiser ses propres données avec des données qui viennent d'un tout autre univers qui n'a rien à voir. Et c'est du croisement de ces données qu'on a des résultats qui peuvent être intéressants, qui peuvent être source d'innovation. L'exemple de données liées à l'environnement, c'est exactement ça, où très souvent, il n'y a pas un facteur, mais c'est une myriade de facteurs qui font qu'on peut arriver à tirer des leçons. C'est jamais simple, mais ça peut se faire que le degré 0 si on ouvre des données. Ça peut être un vecteur d'innovation intéressant. Donc tout ça, c'est des pistes qui peuvent se faire déjà en interne, puis en externe, bien entendu, le fait de décloisonner et d'ouvrir les silos pour arriver à collaborer avec d'autres est quelque chose de primordial, et Damien y reviendra tout à l'heure. Et un tout dernier mot. Toute une liste. Ouais. Il faut pas voir ça, il faut pas voir l'innovation comme que de la com. C'est avant tout quelque chose qui doit être fondamentalement quelque chose qui vient de la personne. On a l'impression qu'on amène quelque chose. Si c'est juste de la com, si c'est juste pour faire une belle photo entre gens qui poussent de l'innovation, ça peut avoir un sens à très court terme, mais ça en a beaucoup moins à moyen et long terme. Ça doit être aussi de la com, parce qu'à un moment donné, se retrouver à discuter avec d'autres, c'est quelque chose qui peut se faire que si on a les moyens de discuter avec les autres et donc de communiquer avec eux. Mais il ne faut pas oublier que le « et si » en 2 mots, c'est avant tout
une idée qui souvent vient d'une expérience métier, c'est souvent par ce biais que ça vient de la part d'un grand groupe, c'est quand on a fait des choses plein de fois et qu'on a une forme d'excellence sur un domaine, qu'on peut avoir une vision un petit peu différente par rapport à ça. J'arrête, sinon je vais être beaucoup trop long, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je passe la parole à mon voisin.